Sophie Boutier-Véron, vous êtes juge des enfants au TGI de Marseille. Vous êtes membre du comité directeur de l'AFM-JF, j'espère que je l'ai bien prononcé. Est-ce que cette question en fait, de sens, de perte de repères, elle se pose aussi de manière aiguë chez les magistrats, chez les juges des enfants et quels sont les repères pour eux, selon vous, qui sont les plus brouillés? Oui, bonjour à tous. Effectivement, ça ne sera pas une surprise pour vous. Les magistrats n'échappent pas à cette démoralisation qu'on entend aujourd'hui, mais je pense que c'est important de faire l'inventaire pour essayer ensuite d'évoluer, d'essayer de trouver des solutions. Les juges, en effet, n'échappent pas à ce que j'appellerais le malaise dans l'institution, le malaise dans la civilisation, comme disait Freud. Il se trouve que nous avons eu il y a 3 jours au tribunal de grande instance notre assemblée générale qui a lieu tous les semestres. Et c'est l'occasion où tous les magistrats se retrouvent. On n'a pas tellement d'occasion de se retrouver. Et depuis tant d'années que je participe à ces AG, jusqu'à présent, on parlait à chaque fois de la charge de travail, de la durée des audiences qui s'allongent, du nombre de dossiers, du manque de greffiers. C'était la plainte, c'était le constat de trop de travail. Et là, pour la première fois, on a parlé de la perte du sens, notamment des jeunes collègues qui ont pu exprimer leurs interrogations. On cherche des solutions pour mettre plus d'audience, finir plus tard les audiences le soir. Mais à quoi bon se donner tout ce mal si après nos mesures ne sont pas mises en œuvre, si au niveau des exécutions de peine, au niveau de l'administration pénitentiaire, etc., malgré toute la bonne volonté des agents, il se fait que finalement ce qui est annoncé, ce qui est affiché, ne peut pas véritablement se mettre en œuvre. Donc les juges éprouvent aussi un malaise par rapport à cette impression de faire du papier et de finalement se demander pourquoi on se donne tout ce mal, parce que finalement ce sont des métiers qu'on a choisis justement parce qu'il y a ces valeurs humanistes, donc on est d'autant plus attachés les uns et les autres à ce qu'il y ait une efficacité, une action, on ne demande que ça, qu'il y ait de l'efficacité. Il y a une deuxième origine, je pense, au malaise, on le constate nous aussi dans la justice. C'est un décalage que je trouve moi de plus en plus important au fil des années, un décalage entre finalement des textes, des règlements qu'on a mis en œuvre, enfin qu'on a essayé de mettre en tout cas qui ont été promulgués pour toujours améliorer les droits, l'accès aux droits, les procédures. Et finalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un écart grandissant entre la réalité de ce que nous sommes censés faire, décider, la façon dont on doit décider, et en fait, dans la réalité, on n'arrive pas à le mettre en œuvre. Et même, on a de plus en plus du mal à suivre finalement les textes de loi qui sortent et à les appliquer. Et on a aussi ce manque de temps pour en parler ensemble. Alors, au téléphone, Madame Sangor, je vous parlais aussi de la pendule de mon cabinet, comme une boutade. Je vous disais, mon premier repère à moi, c'est ma pendule, parce que j'ai toujours l'œil sur l'heure qu'il est. Quand je reçois un enfant, quand je lis un dossier, il faut toujours aller très vite. Mais en tout cas, il y a aussi cette question de comment mettre en œuvre les textes sans préparer ensemble les choses. On a eu au mois de mars une réforme, par exemple, tout à fait importante et nécessaire sur les droits de l'enfant au pénal dans les interrogatoires, avec la présence possible d'un adulte, enfin des parents, ou en l'absence des parents, d'un adulte approprié, sauf qu'on n'a pas eu le temps du tout de réfléchir à comment on allait mettre ça en place, on n'a pas eu le temps de mettre en place les imprimés, on n'a pas... Voilà. Donc ça va tellement vite et on se dit, mais toutes ces lois, tous ces dossiers, et puis comment on fait, nous, petits juges, comment on fait avec tout ça? Donc le malaise, il est aussi au tribunal. Évidemment, les mesures en attente, pour les juges des enfants plus précisément, ça donne aussi cette impression de, finalement, à quoi ça sert? Je fais du papier, je prends des décisions qui ne vont pas être exécutées. J'ai fait un calcul, à peu près, actuellement, j'ai compté à peu près 2 ans entre l'information préoccupante initiale et la mise en œuvre véritable de la mesure d'AEMO. L'évaluation, la requête par le parquet, la première audience. Moi, je suis à 2 mois maintenant pour audiencer la première audience. Ensuite, la MJE, la mesure d'investigation si les parents ne sont pas d'accord. Le temps que la MJE soit faite, délai d'attente, le retour, moi, mon temps d'audience, la rédaction, l'AEMO et la mise en œuvre de l'AEMO. À peu près 2 ans. Ce n'est pas un chiffre scientifique, mais c'est comme ça une évaluation que j'ai faite il y a quelques temps. Et puis la question de savoir le contenu des mesures, des placements, le temps passe vite. Est-ce qu'on protège vraiment dans la façon dont se déroulent les placements? De plus en plus, je me pose la question, est-ce que vraiment il faut le faire, ce placement? Je voudrais aller très vite aussi, mais je tiens à vous parler de mes interrogations aussi sur les références. Monsieur Lipovetsky en a parlé. Sur quoi le juge peut-il s'appuyer
Par exemple, pour le traitement des mineurs délinquants à qui on reproche des dégradations, des outrages, quand on voit le comportement de certains adultes, c'est un peu délicat d'en parler aujourd'hui, mais moi j'en parle quand même. On a vu publiquement, je vais dire, des outrages au président de la République, par exemple, on a vu ça. Et comment je fais, moi, aux enfants de 14 ans auxquels je m'adresse, pour leur expliquer que c'est pas bien d'insulter son professeur, de mettre le feu à la poubelle. Et ce sont des enfants qui vont passer une nuit ou deux en garde à vue, qui vont être présentés au juge. Donc sur quoi je m'appuie, moi, pour leur donner l'exemple de ce que c'est que respecter la loi. Quelle loi? Et puis, plus précisément à Marseille, est-ce que j'ai encore 30 secondes? À Marseille, évidemment, c'est toute la violence qui entoure les enfants dans les quartiers, les bruits d'armes à feu, les points de vente de stupéfiants en bas des immeubles, les ascenseurs en panne et les enfants qui passent par le toit pour aller à l'école, et les parents qui me disent en pleurant « Madame le juge, c'est impossible d'élever un enfant dans un quartier pareil ». Et dernier point, si j'ai 15 secondes encore, et je rejoins vraiment M. Lipovetsky, je le remercie vraiment pour l'analyse qu'il nous a présentée. Moi, je pose la question aussi de cette société, justement, où il y a moins de règles, où il y a plus de liberté, et beaucoup d'entre nous, et les femmes, par exemple, voilà, on profite de cet individualisme grandissant. Mais moi, je m'occupe des mineurs les plus fragiles, je pense, ou parmi les plus fragiles. Ce sont les mineurs qui sont incarcérés à l'établissement pénitentiaire de la Valentine. Et pour moi, c'est un poste d'observation privilégié par rapport au parcours qu'ils ont vécu. Pour la plupart, ce sont des enfants qui auraient relevé de l'assistance éducative ou qui en ont relevé. Et puis beaucoup relèvent de la MDPH. Il ne faut pas oublier, comme disait Victor Hugo, on ouvre une école, on ferme une prison. Il y a des vraies altérations intellectuelles aussi qui sont une des causes de la délinquance. Eh bien, le constat, il faut le dire quand même clairement, c'est qu'avec les moyens qui sont mis dans une prison comme le PM, on voit des jeunes qui se posent, qui se calment, qui bénéficient de prises en charge très importantes, qui sont dans des conditions de faire un retour sur eux-mêmes parfois. Alors certes, l'enfermement peut être nocif, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais on voit que quand on s'occupe d'eux et quand on les contient, on arrive à les faire évoluer. Et alors comment éviter d'attendre cet enfermement à 17 ans? Comment en amont mettre en place une protection et un encadrement? Je n'ai pas le temps, je voulais aussi parler des jeunes filles qui se prostituent, des jeunes filles de plus en plus jeunes, j'ai le temps d'en parler. C'est le même constat que je fais. Je pense qu'on fait tous ce constat depuis 1 an ou 2, qu'on a de plus en plus de jeunes filles mineures très très jeunes, qui sont livrées à elles-mêmes, qui échappent au foyer, qui échappent aux parents, qui sont dehors, et qui sont livrées à leurs propres difficultés, qui se mettent en danger. Alors je ne pense pas qu'il faille remettre en place ces maisons de correction comme autrefois, mais moi je pose la question quand même de quel repère donner à ces jeunes les plus fragiles dans cette société quand même permissive et libérale, quelles conséquences pour les plus fragiles? Sophie Boutier-Véron, on termine ce tour de table avec vous. Oui, mais je ne suis pas sûre d'apporter une conclusion qui donne des solutions évidemment à tous ces problèmes. Quelques pistes peut-être. Bien sûr, la question des moyens, bien sûr la question de la formation, la question du turnover aussi des professionnels, y compris les magistrats, mais aussi, on l'a dit, le référent dans le parcours de l'enfant placé, par exemple, dans tous les métiers, les inspecteurs enfance aussi, voilà, comment pallier aux conséquences éventuellement de ces turnover important. Ensuite, moi j'ai envie de dire qu'on peut aussi s'appuyer sur les textes. Alors les normes, elles ont aussi parfois leur utilité, et je pense qu'il faut essayer de redonner l'esprit des lois en quelque sorte. Par exemple, l'autorité parentale, moi aussi, je pense que c'est quelque chose d'important. Mais j'y reviendrai tout à l'heure parce que je voudrais reparler de cette loi de 2016. Par exemple, est-ce qu'on vérifie quand on fait une évaluation les conditions d'exercice de l'autorité parentale? Est-ce que le père a reconnu l'enfant dans la première année? Est-ce qu'il y a une décision du JAF? Ce sont des repères juridiques, mais qui ont tout leur sens aussi, je pense, dans la vie des enfants. Il y a aussi des règles qui sont prescrites dans le Code de l'action sociale et des familles. La question de la continuité des parcours et du projet pour l'enfant, c'est vrai que c'est dans les textes, mais ça a un sens, ça a un intérêt aussi. Ça mérite d'être travaillé en tout cas. La question des liens de fratrie, ça aussi c'est dans la loi, mais c'est pas pour rien. La question de la famille élargie, c'est aussi un petit peu dans les textes. Alors là, pour l'Association française des magistrats de la jeunesse, c'est aussi un sujet. On pensait peut-être proposer qu'il y ait beaucoup plus, en quelque sorte, l'obligation, en tout cas la nécessité de vérifier avant de proposer un placement institutionnel, une obligation de vérifier ce qu'il en est de la famille élargie, qui pourrait peut-être être une alternative.
Je voulais dire un petit mot sur la question du parcours et le témoignage de Stéphanie. C'est une question très délicate. Alors, ce texte propose donc d'autres statuts que l'assistance éducative. Et il y a quelques jours est apparu un rapport qui préconiserait le développement de l'adoption simple. Alors, je pense que c'est quand même une question très compliquée. Moi, j'ai débuté il y a très longtemps, peu après la mise en œuvre de la loi de 86. Jusque-là, les placements étaient faits sans limitation de durée. Et à partir de 1986, les jeunes enfants ont dû revoir toutes les situations et on a fixé la limitation à 2 ans, ce qui a obligé tout le monde à aller voir comment évoluent ces enfants. Et on s'est aperçu qu'il y avait des enfants quasiment abandonnés, alors plus ou moins bien pris en charge, mais en tout cas que cette coupure avec leur famille d'origine n'avait pas forcément été remplacée par une prise en charge de qualité. Donc je pense qu'il faut faire très attention à l'évaluation. C'est une question très très complexe. Il y a des personnes comme Stéphanie qui ont pu vraiment trouver des substituts parentaux, des repères, mais on connaît d'autres situations où on a vraiment décidé de mettre de la distance entre l'enfant et ses parents. Et finalement, qu'est-ce qui se passe à 16, 17, 18 ans? Les enfants parfois vont fuguer pour retourner dans leur famille, pour aller s'assurer de leur place. Donc cette question, elle est très complexe. Et j'ai vu tout à l'heure que Françoise Dolto faisait partie un petit peu des référents intellectuels, là, ça a été indiqué. Et il y a quand même cette vraie question sur l'identité psychique de l'enfant, avec aussi son origine. Donc ce sont des questions très difficiles et attention au retour de balancier, dans un sens ou dans l'autre. Voilà aussi quelques repères peut-être sur étendre la palette des dispositifs. On a parlé évidemment des conditions de placement, du manque de place, manque de maisons d'enfants. Il y a peut-être des internats scolaires aussi, des formes peut-être plus douces de placement, des formes peut-être plus faciles à accepter pour les familles, pour les jeunes. Voilà. Et puis de façon plus personnelle, on a parlé de ce travail ensemble. Moi, je crois beaucoup à ça. Je pense que quels que soient les métiers, c'est très important justement pour trouver des repères ensemble, pour sortir aussi de cette démoralisation, d'arriver à mieux se connaître entre les institutions, les professionnels. Je pense qu'on a tous connu des situations de belles audiences ou de belles réunions dont il est sorti quelque chose, dont on a eu l'impression de construire ensemble quelque chose, et la satisfaction que ça donne, et du coup le désir de faire ce métier qui peut être relancé. Donc moi je crois beaucoup à ça. Je pense qu'il faut qu'on prenne tous beaucoup plus le temps pour ça. Et puis enfin, pour en revenir à l'intervention du début de M. Lipovetsky, développer peut-être un sentiment de responsabilité sous une forme nouvelle. Ça serait aussi peut-être de se recentrer sur le sens du métier de chacun et de ne pas céder au découragement et de retrouver la base un petit peu de ce pourquoi on fait ces métiers. Creuser aussi les connaissances, se donner ses propres références. Moi, quand j'ai des jeunes stagiaires avec moi, j'ai des enfants, magistrats, je leur dis il faut aussi se cultiver en regardant des films, en lisant des livres, enfin, en se demandant qu'est-ce que c'est qu'une famille, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être un enfant, qu'est-ce que c'est qu'être un parent, qu'est-ce que c'est que vivre en couple. Voilà, je pense que chacun peut faire aussi ce travail pour se donner ses propres repères. Et je pense que face au risque de déshumanisation et de recherche de résultats rapides, de l'efficacité et de l'évaluation, il faut rechercher comment préserver un espace pour la subjectivité de chacun, enfant, parent ou professionnel.